Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. C'est notre dernière vidéo pour le programme de première. Nous allons, nous allons voir ensemble les suites de la Première Guerre mondiale après l'armistice. En effet, lors des 4 années qui ont suivi l'armistice de l'armée allemande face à l'armée française, il devient difficile de rétablir la paix selon certaines conditions. Nous allons voir ensemble dans quelles conditions la paix a pu être rétablie. Elles sont extrêmement compliquées et les conflits continuent malgré tout sous d'autres formes en Europe. Nous allons voir donc dans cette vidéo sur les difficultés à rétablir la paix en 3 grands points. D'abord, on va voir que les conflits persistent sous d'autres formes jusqu'en 1922. Deuxièmement, nous allons voir comment les traités de paix ont pu être établis et quelles étaient les conditions de l'établissement de la paix au niveau territorial et des remboursements des guerres. Et troisièmement, on va parler du cadre de ce nouvel ordre mondial qui est censé sortir des traités de paix de 1919 et 1920. Des accords qui vont être très vite critiqués. Donc, commençons par la persistance des conflits armés. Certes, avec l'armistice du 11 novembre 1918 à 11h11, on se retrouve avec d'énormes problèmes parce que les conflits armés continuent par la suite, reprennent de plus belle au bout de plusieurs mois. Donc l'armistice du 11 novembre 1918 à 11h11, on a la poursuite des combats. La brutalité des sociétés européennes est telle que l'on n'a pas l'impression que la paix est revenue après l'armistice. On a, on a les populations des pays vaincus qui s'enfoncent dans l'anarchie et la brutalité et dans un climat de guerre civile. On a la Russie, par exemple, qui est devenue bolchevique, mais qui connaît de terribles tensions. Elle est attaquée notamment aux frontières par les Alliés et à l'intérieur par les troupes dites blanches, c'est-à-dire les tsaristes, qui ne reconnaissent pas le régime communiste instauré par Lénine, qui veulent rétablir un régime oligarchique tel qu'il existait du temps de la dynastie des Romanov, voire le rétablissement de l'Empire russe. Pas forcément les Romanov, puisque à l'issue de la guerre, malheureusement, la famille de Nicolas II a été massacrée sommairement après un procès de cour martiale monté de toutes pièces pour des raisons politiques. C'est le début de la guerre civile, qui va durer jusqu'en 1922 avec l'instauration d'un nouveau régime, l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, un régime dont je vous parlerai, si vous êtes d'accord, lors du programme de terminale. En Allemagne, comme en Autriche, dans les derniers jours de la guerre à proprement parler, le régime impérial est renversé 2 jours avant l'armistice. L'empereur a été obligé de s'enfuir suite à une insurrection. Et donc la République est proclamée automatiquement. Cette République instaurée depuis Weimar
a du mal à s'installer. En janvier 1919, des insurrections révolutionnaires défendues par les spartakistes sont réprimées par la police de manière extrêmement violente à Berlin et en Bavière. On fait appel aux corps francs. Ce sont des troupes de militaires nationalistes volontaires destinées à défendre la stabilité de la nation. Et les spartakistes sont considérés comme une menace pour la République de Weimar, qui connaîtra sa nouvelle constitution au cours du printemps 1919. À l'est de l'Europe, donc entre l'Allemagne et la Russie, on a d'autres tensions. La Pologne, qui se constitue à l'issue des traités de Paris 1919, connaît de très gros problèmes avec ses frontières avec la Russie. C'est même pire. L'Allemagne et la Russie ne reconnaissent pas l'indépendance de la Pologne, qui a eu du mal à récupérer son indépendance, mais qui, de fait, après les accords de Paris, a récupéré son indépendance après quelques siècles de domination allemande, autrichienne et russe. La Pologne entre en guerre contre la Russie. Mais en 1920, avec le soutien de la France, la Pologne remporte une grande victoire et assure son indépendance vis-à-vis de ses anciens occupants. Et on a une nouvelle fois une confrontation avec des corps francs. Donc, en matière de stabilité, c'est très compliqué. Mais on va voir ensemble les fameux traités. Dans les mois qui suivent l'armistice de 1918, les anciens pays belligérants vont essayer de négocier la paix afin de rétablir l'ordre dans le pays. Mais pas sous n'importe quelle condition. En fait, entre janvier et août 1919, les 4 pays belligérants qui ont remporté la victoire sur l'Allemagne vont négocier entre eux les conditions de la paix, sans chercher à impliquer l'Allemagne et l'Autriche dans cet accord. On a parmi les grands responsables politiques de ces accords de Paris le Premier ministre italien, le président américain de l'époque, Woodrow Wilson, le Premier ministre britannique Davy Jones et le Père la Victoire, le président du Conseil français, Georges Clemenceau, dit le Tigre, ou le Père la Victoire depuis la victoire du 11 novembre 1918. Woodrow Wilson fait une liste de 14 propositions, en particulier le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et aussi un certain nombre d'accords autour des frontières. Woodrow Wilson défend cette idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour permettre à tous les peuples qui ont été soumis de récupérer leurs droits et la possibilité de constituer leurs propres États. C'est ce qu'on obtient par la suite avec la création de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie et de l'Autriche selon les limites des frontières telles que nous les connaissons encore aujourd'hui.
Mais l'Italie réclame de nouvelles terres sur l'ancien empire d'Autriche et le Royaume-Uni et la France ne sont pas aussi indulgents que les États-Unis vis-à-vis des pays vaincus. Georges Clemenceau est extrêmement revanchard avec l'idée de récupérer l'Alsace et la Moselle et de demander à l'Allemagne de très très lourdes sommes pour les réparations de guerre. Bon, à l'issue de ces discussions, en août 1919, l'Italie, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni imposent les fameux traités de Versailles qui ont des conséquences extrêmement lourdes pour l'Allemagne. À l'issue de l'un des traités de Versailles, l'Allemagne se retrouve amputée de 15% des territoires qu'il avait lorsque l'Empire continuait encore d'exister. L'Allemagne est strictement désarmée. Elle ne peut plus disposer que d'une armée de 1000 hommes, pas plus. Et encore sous des conditions extrêmement strictes pour ne plus revivre un tel climat militaire que celui qu'ils ont connu lors de la Première Guerre mondiale, encore une fois. La France récupère en effet l'Alsace et la Moselle. Et 200 000 Allemands sont obligés de participer à la reconstruction des territoires français autrefois occupés. Donc, autre proposition défendue par le président américain Wilson, la Société des Nations est fondée en 1920. Son objectif, maintenir la paix dans le monde. Il siège désormais à Genève. Ses missions, résoudre les problèmes posés par l'application des traités. Un de ses plus célèbres défenseurs est l'ancien président du Conseil, Aristide Briand. Aristide Briand a été un des ministres qui a défendu la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Juste pour vous présenter un petit peu le personnage. Mais, avec ces conditions, l'Allemagne se retrouve littéralement humiliée. Sans compter que par la suite, on a la Rhénanie qui est occupée par les Français à titre de réparation et le charbon est littéralement exploité par les Français, même réquisitionné par les Français. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que l'Allemagne se soumette totalement aux accords de Versailles de manière totalement neutre. En effet, l'ordre mondial est critiqué tout de suite après les accords de Versailles. Dès 1919, les traités sont contestés absolument partout. On a également d'autres traités dont je pourrais vous parler si vous le voulez, qui met fin à l'Empire ottoman et établit une république en Turquie avec d'autres types de frontières, établissant en fait les frontières de la Turquie telles que nous la connaissons aujourd'hui. Un petit bout autour de Constantinople, Byzance, Istanbul, de son nom musulman, et pour l'essentiel, l'Anatolie, la région entre la mer Noire et la Méditerranée. Mais pour l'Allemagne, ce qui pose problème, c'est le premier traité de Versailles, qu'on qualifie de diktat en Allemagne, parce
que ce traité a été dicté par les vainqueurs. Comme je vous l'ai dit, seuls les vainqueurs ont négocié pour obtenir les conditions de la paix. Et la France a été extrêmement sévère dans le cadre de ces traités. Sans compter que, à l'issue de cette guerre, il a fallu obtenir des réparations et donc des occupations de territoires des pays vaincus, comme la Rhénanie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on a de très fortes tensions dans les territoires occupés. Là où les territoires sont occupés, les vainqueurs n'hésitent pas à humilier les vaincus. Par exemple, les Français n'hésitent pas à humilier les Allemands, à obliger ces Allemands à faire preuve de respect vis-à-vis des soldats morts au combat, et n'hésitent même pas à frapper à la tête les Allemands qui refusent de se découvrir devant les cercueils. À titre d'exemple, je peux vous en parler encore une fois, une référence à un documentaire de la série Apocalypse, Première Guerre mondiale, où Hitler, qui se réfère à ça pour expliquer dans quelles conditions Adolf Hitler a pu devenir le nouveau dirigeant de l'Allemagne par la suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, en revenant aux Turcs, on a le fameux traité de Sèvres qui établit les frontières de la Turquie telles que nous les connaissons aujourd'hui et met fin au califat. Le califat, c'est le régime royal du monde musulman depuis l'époque de Mahomet, depuis la mort de Mahomet en 632, juste pour vous expliquer un petit peu la chose. Donc, désormais, avec le traité de Sèvres, le califat cesse d'exister. Mustafa Kemal, un général turc, forme un nouveau gouvernement opposé au sultan. Et c'est grâce à Mustafa Kemal que les terres conquises par les Grecs en Anatolie et sur certaines côtes européennes, on a pu formellement rétablir la domination de la Turquie sur l'Anatolie. En 1922, suite à une victoire décisive, Mustafa Kemal instaure définitivement la République. Et c'est en 1923 qu'un nouveau traité est adopté par les Grecs et les Turcs. Ce traité a été signé à Lausanne. Donc c'est avec le traité de Lausanne de 1923 que nous connaissons la Turquie d'aujourd'hui. Donc, avec cette succession de contestations, on voit très bien que la paix est très fragile et ne se maintiendra que dans certaines conditions, jusqu'à ce qu'un autre régime allemand se décide à bafouer les traités de Versailles. Mais ça, je vous en reparlerai dans le programme de terminale. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que les vidéos que je vous ai présentées pour le programme de première vous aura plu. N'hésitez pas à les revoir au cours de l'année si vous avez envie de réviser calmement et de manière sereine. N'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la suite et à me donner des commentaires si vous avez besoin d'un petit peu plus d'éclaircissement. Je ferai des vidéos plus courtes
pour répondre autant que possible à vos questions. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne révision. À très bientôt.